Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de L'homme irrationnel de Woody Allen, son cru 2015, puisque maintenant on parle quasiment d'un cru à chaque fois que Woody Allen sort un film. Donc pour en parler il y a Fabien avec moi, Salut qui revient régulièrement. Bah oui, mais tu m'invites, alors moi je ne peux pas dire non. Ah oui, évidemment. Donc l'histoire de l'homme irrationnel, c'est celle de Abe Lucas, qui est un grand philosophe, philanthrope, voilà, très reconnu dans sa profession, qui débarque dans une université, voilà, qui s'installe tranquillement et qui va faire la connaissance de Jill, une de ses étudiantes, qu'il trouve très douée. Et voilà, on va tout simplement voir ces deux personnages, apprendre à se connaître et se découvrir tout simplement. Jill de son côté découvrant que le personnage de Abe est proche du suicide quasiment. Et Abe découvrant du côté de Jill que c'est une personne pleine de vie et qu'elle lui redonne presque goût à la vie au final. Faut pas en révéler parce qu'il y a un retournement quand même en milieu de film qui apporte beaucoup de dynamisme au long métrage et c'est intéressant quand même de ne pas le révéler. Tout à fait. Ce retournement. Je suis d'accord. Voilà. Donc, cru 2015 de Woody Allen, après donc Magic in the Moonlight, qui prouve bien qu'il a flashé sur Emma Stone, quand même. C'est la deuxième collaboration du coup. C'est la deuxième collaboration. À la base, Woody Allen devait jouer le rôle principal de ce film. C'est important de le savoir parce que ça se ressent quand même dans l'écriture, ça se ressent. Et finalement, il a préféré le céder à Joaquin Phoenix et on a envie de dire oui. On a envie de dire oui, quelle très bonne idée d'avoir cédé le personnage à Joaquin Phoenix. Enfin, tout le film est porté par un cynisme qui prouve bien quand même Woody Allen rentre dans le côté octogénaire. Oui. Ce petit côté, voilà, on commence à avoir un regard presque décalé sur le monde, sur la vie. Enfin, ça se ressent quand même. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Fabien, de l'homme irrationnel? Et ben comme tu parlais d'un nouveau cru, moi je trouve que c'est un film qui se déguste comme un bon vin. Voilà. Non, comment dire, moi je suis pas un grand fan de la filmo de Woody Allen, j'en ai pas vu tant que ça au final, après réflexion qu'on en a parlé hier. C'est assez compliqué aussi. Celui-là, avec Matchpoint, c'est un de mes coups de cœur de chez Woody Allen. Je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est le coup de cœur de la semaine, je pense, pour moi. Je n'ai pas encore vu toutes les sorties. Mais voilà, pour l'instant, c'est un bon coup de cœur. Casting parfait. Joaquin Phoenix, c'est quand même un bon vin. Avec les années, ça s'améliore. Oh que oui. Franchement, je l'ai vu dans les premiers films que je l'ai vu de lui. J'étais jamais spécialement fan. Et puis plus ça va, plus il gravit les échelons. Et c'est parfait. Emma Stone, toujours sublime. Et puis non, c'est un très bon film. Woody Allen arrive à mettre toujours une mise en scène qui tend sur la finesse, sur la justesse. Je crois que c'est un des meilleurs réalisateurs pour placer des voix off. Parce que franchement, il y a pas mal de voix off dans ce film-là. C'est vrai que c'est compliqué de placer une voix off et Woody Allen est un de ces rares quand même à savoir où la placer cette voix off. Parce que souvent, moi je suis assez dérangé par les voix off, elles sont parfois inutiles quand c'est les pensées du spectateur. C'est limite des fois kitsch. Et c'est limite déstabilisant sur tout le récit des fois, tout simplement. Et là, Woody Allen arrive à le faire avec justesse. Je sais pas s'il y a d'autres films où il l'utilise autant. Blue Jasmine utilisait beaucoup la voix off aussi. Blue Jasmine utilisait beaucoup la voix off, mais c'était assez différent dans sa manière d'être utilisé. Mais c'est vrai que généralement, quand Woody Allen utilise la voix off, c'est pour renforcer l'impact que les actions des personnages vont avoir sur le spectateur. Et là, ça se ressent vraiment. Ouais, et comme tu dis, voilà, il y a une réflexion sur la vie, sur le destin, sur ce qu'on a fait ou ce qu'on aimerait faire. En tout cas, c'est ce que se pose le personnage donc, de Joaquin Phoenix. Et du coup, non, moi j'ai beaucoup aimé le film. Limite, c'est limite une fable avec une morale à la fin. C'est une fable ironique. Et cynique, du coup. C'est une fable ironique et cynique, très clairement. Hein. Du coup, voilà, un petit coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce film, donc ouais, je dis oui. Non, mais c'est vrai que oui. Alors, moi, je suis plus sceptique en tant que cru 2015 de Woody Allen. Je trouve que c'est un bon cru, mais que ça reste juste un bon cru. C'est-à-dire que par exemple, le vrai dernier bon cru que j'ai trouvé de Woody Allen, c'était Blue Jasmine, parce que je trouve que Magic in the Moonlight est un petit peu dans le même esprit que The Irrational Man. On est vraiment dans ce côté très léger, très simple, très cynique, très ironique, très comique des situations. Enfin voilà, ce Woody Allen là fait beaucoup rire. Il y a vraiment des moments où on est vraiment on rit aux éclats presque quand même. Alors que c'est supposé être des situations qui sont quand même assez glauques. Enfin, on le redit pas encore une fois, mais il y a un twist de milieu de film qui rend toute la suite du récit très glauque et en même temps très ironique et très cynique. Et moi je trouve que ça marche vraiment bien. Et voilà, tu l'as dit, le côté qui m'intéresse vraiment dans ce film de Woody Allen, c'est le côté très réflexif. C'est-à-dire que le film s'appelle quand même L'homme irrationnel. Et c'est quand même pas anecdotique de montrer que c'est l'histoire d'un homme qui est quand même très terre à terre avec sa philosophie, qui finit par faire quelque chose qui est complètement orbital, quoi. C'est complètement surréaliste ce qu'il décide à faire. Et pourtant il le fait de manière rationnelle. Et c'est ça qui est surprenant en fait.
Enfin voilà, c'est con de ne pas pouvoir parler de ce petit twist, mais c'est important que vous ne le sachiez pas pour que vous alliez voir le film avec beaucoup de surprises, parce que sinon ça serait vraiment dommage que vous sachiez ce que c'est à l'avance. Et puis c'est un élément déclencheur du film qui arrive dans la première grosse partie, on va dire. Et à la fin de la première partie, en fait, ça arrive à la fin du premier acte. Tu te dis, à un moment tu te dis, bah c'est fini là, maintenant c'est bon, ça a été fait, ça va passer à autre chose. Et en fait non, ça te tient tout le long du film. C'est ça, ouais. Et en fait il y a un suspense qui est pas forcément hyper visible, mais qui est dans le fond en fait, mais qui... C'est pas forcément un suspense, c'est une ironie presque. C'est-à-dire qu'on sait forcément que le personnage va devoir en arriver à ce stade-là. C'est ça. Et on attend le moment où il va essayer de retenir, où il va essayer d'empêcher cette chose-là d'arriver, et on sait qu'il va pas pouvoir l'empêcher, mais quand même on se dit ah. Mais oui, tu penses pas que ça va tenir tout le long du récit en fait, jusqu'à la fin quoi. Et à la fin le twist il est parfait quoi. Non, il est excellent, ouais. Non. Le twist de fin. Oh non, exceptionnel ce twist de fin. Bah voilà, au niveau de l'écriture, donc là ça va être un petit peu compliqué parce que Woody Allen a une écriture qui se répète au fil de ses films, mais c'est tout de même intéressant de la regarder. Là, avec ce film, Woody Allen a vraiment une légèreté qui est présente quand même tout le long du film. Plus légère encore que Magic in the Moonlight. Tu l'avais vu toi? Non, je l'ai pas vu. Alors, Magic in the Moonlight était vraiment très léger dans son traitement, c'est-à-dire que c'était simplement l'histoire d'un homme qui veut prouver qu'une jeune femme n'est pas une mentaliste. Et il y avait une grande légèreté qui se dégageait de ce récit, mais là elle est encore plus légère dans le sens où Magic in the Moonlight était léger au niveau du traitement de ses personnages. Là, The Irrational Man est léger dans le traitement de ses personnages et des situations en plus. C'est-à-dire que les situations sont traitées avec beaucoup de légèreté alors qu'elles sont censées avoir un poids dramatique absolument phénoménal. C'est ça. Et Woody Allen arrive à équilibrer ça avec une écriture qui est vraiment élégante. Tu l'as dit, avec une voix off qui est présente tout le long du film, mais qui n'est jamais pesante, qui ne cherche jamais vraiment à perdre le spectateur, qui cherche simplement à disséminer des petites idées par-ci par-là et à simplement lui faire réfléchir sur les actions que vont avoir ces personnages. Bah, il s'est évité des dialogues et finalement la voix off c'est pas forcément la première chose qu'on ferait je pense en tant que réalisateur, mais là ça marche hyper bien. Bah parce que le problème c'est que, et moi j'ai eu peur au début, je t'avoue que j'ai vraiment eu peur, c'est quand on entend les premiers dialogues entre Jill et Abe. Ouais. J'ai commencé à me dire, oh putain, 1h47 de réflexion philosophique, ça va être long, ça va être vraiment long. J'ai commencé vraiment à avoir peur dans les premiers dialogues. Et au final, justement, tu l'as dit, cette voix off arrive à éviter ce genre de dialogue. Et ça fait que ces dialogues-là, on les entend quasiment plus au bout de 20 minutes de film. Au bout de 20 minutes de film, c'est fini, il n'y a plus de réflexion philosophique, il n'y a plus de coexistence, on va dire, narcissique et philanthropique entre les deux personnages. Et on se retrouve simplement à avoir deux personnages qui vont faire une action. C'est ça. Point. Et de ce point de vue-là, ça apporte beaucoup de dynamisme au récit, ça apporte beaucoup de réflexion et beaucoup d'envergure au parcours des personnages parce qu'on peut se dire au final que ces personnages vont simplement aller d'un point A à un point B et ça va se limiter à ça. C'est ça. Et ça va jamais se limiter à ça, ça va aller toujours beaucoup plus loin. Enfin, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, tu as très bien résumé. Là, j'ai rien à rajouter, c'est ça. Au niveau de la mise en scène, alors là, c'est intéressant, je trouve. Parce que, est-ce que tu peux me chercher le nom du directeur de la photo qu'a utilisé Woody Allen pour ce film? Parce que je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait un excellent travail avec lui parce que je trouve qu'il y a un très joli travail des couleurs qui est fait sur le long métrage. Je crois que j'ai lu que c'était le même pour Milieu Paris. C'est pas Darius Khondji? Je crois que c'est Darius Khondji, le directeur de la photo de ce film-là. C'est ça. Darius Khondji, ouais. Mais je crois qu'il avait déjà bossé avec lui sur Blue Jasmine et Magic in the Moonlight. Il en a fait, je crois qu'il en a fait mais, plusieurs avec lui, en fait. mais non, c'est vraiment... Mais il change complètement de patte et on voit qu'il s'adapte complètement à oui, voilà, c'est l'univers le film, directeur aussi de la photo de James Gray et de Michael Haneke sur Amour. Non, mais c'est un excellent directeur de la photo et ça se ressent. Oui, voilà, il avait déjà bossé avec lui sur Run With Love. D'accord. Non, mais c'est un excellent directeur de la photo et avec lui, là, il a vraiment réussi à trouver une image qui est humaine, quoi. Qui veut goûter. Qui veut looter. Non, mais je trouve qu'il y a un genre de filtre. Filtre, c'est un peu horrible de dire ça pour un directeur photo. Il y a presque un filtre très orangé qui se dégage et il y a vraiment des couleurs qui sont très chaudes qui ressortent tout le long du film. Et ça coïncide justement avec cette idée de montrer un récit qui est léger. Résultat, avec ces couleurs chaudes, on se sent jamais dans une atmosphère pesante comme on pouvait l'être avec Blue Jasmine qui tirait vraiment ses couleurs vers le bleu, vers des couleurs sombres, vers des couleurs vraiment froides. Et là, on est vraiment sur des couleurs chaudes et ça apporte beaucoup de légèreté au film. Enfin, voilà, ça répond vraiment au scénario de Woody Allen, c'est-à-dire que le travail qu'il a fait avec Darius Khondji et sa mise en scène, c'est vraiment une coexistence parfaite entre de la légèreté et de la douceur sur les actes et les actions des personnages. Alors que les propos et puis les actes sont assez violents et assez horribles en fait. Au final. Non mais c'est ça. C'est clair. Il y a une parallèle contraire qui marche très très bien au final, c'est irrationnel. Ouh, une mise en scène irrationnelle pour un homme irrationnel et un film irrationnel. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Non mais ouais, c'est un peu dans cette lignée là. Je trouve ça, ouais, il y a une mise en scène qui reste quand même assez classique après dans
dans les classique, mouvements, dans sa manière de dans les faire. actions. Woody Allen nous avait pas un metteur en scène où il va tenter des choses extravagantes dans ses cadres, C'est ça. Ce qu'il veut, c'est montrer la simplicité du quotidien de ses personnages. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout con, mais il met en place des situations qui vont se répéter tout au long du récit. C'est ça. Donc, résultat, qui vont se faire écho, peu importe ce que les personnages vont faire. Donc, résultat, en fonction de leurs actions, la situation qui avant avait été énoncée par un plan va prendre un tout autre sens par le même plan, mais utilisé de manière d'une manière différente. Notamment dans la première partie du film où on enchaîne les différents cours donc d'Abbé. Et du coup, on a souvent les mêmes cadres, mais qui ont été des ellipses et on arrive les jours suivants. Ouais, et puis voilà, on montre par exemple le tout premier plan dans la classe, c'est un plan sur les élèves, et on montre qu'il y a quand même des tables vides, et puis le deuxième plan, c'est un plan où il n'y a aucune table vide. Et c'est très intéressant de montrer ça, c'est de montrer que ce personnage-là arrive à captiver au fur et à mesure. Et c'est un peu toute l'idée du récit, c'est-à-dire que tout au long du récit, le personnage va de plus en plus captiver l'attention parce que ses actions vont sembler de plus en plus irrationnelles, et donc ça va intriguer, et donc on va se dire mais pourquoi il fait ça, et résultat tout s'enchaîne à une vitesse. Et le troisième plan, il met bien en avant du coup Emma Stone, qui était un peu en retrait dans les plans d'avant. Ouais, c'est vrai qu'elle était vraiment montrée en fond, et tout d'un coup, hop, on se centre. Ouais. Non mais c'est très intelligent en fait, de toute façon. Est-ce qu'il y avait encore besoin de dire que Woody Allen était un mec intelligent au niveau de sa scénographie? Non. Pas vraiment. Mais moi pour vraiment faire des petits reproches, je te dis, le seul reproche que je fais à Woody Allen, c'est d'être trop classique là. C'est d'être trop simpliste et même limite de vouloir trop perdre le spectateur dans son côté cynique et ironique. C'est-à-dire que résultat, tu te retrouves à regarder un film et t'arrives pas assez à voir ces paraboles qu'il voudrait mettre en place. C'est le côté un peu sagesse et du coup octogénaire, parce que c'est vrai qu'il a fait bientôt les 80. Bah, les 80 cette année. Le 13 décembre, il atteint ses 80 ans. D'accord, bon anniversaire en avance alors. Et du coup, voilà, donc du coup, c'est un côté sagesse dans la mise en scène, mais il se repose un peu sur ses acquis à ce niveau-là, peut-être. Mais je trouve qu'il nous livre quand même quelque chose qui est beaucoup plus à voir que d'autres films qui sont sortis le même jour. Ah, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Voilà. Du coup, casting. Oui, casting. Donc casting du coup, avec comme elle a dit, les excellents Joaquin Phoenix et Emma Stone en tête. Qui est-ce qu'on a en rôle secondaire qui est peut-être plus intéressant? Donc il y a Rita qui est sa collègue de travail qui est jouée par Parker Posey. Parker Posey. Ah, Parker Posey. Roy qui joue la petite amie de Emma Stone, donc Jamie Blackley. Qui c'est qu'il y a d'autre? Après, c'est des rôles assez secondaires quand même. Ouais, après, c'est des rôles secondaires, ça mérite pas trop. C'est vrai qu'on reste quand même focus sur 5-6 personnages maximum. Ouais, j'irais même 4, hein, franchement. Rita, le petit ami de Jill et. Et Spangler, ils ne mettent pas le juge là. Oui, le juge dans l'histoire. Oui, ah oui, on ne révèle toujours rien. Et il n'est même pas dans le casting là. Moi aussi, il doit être après. Oui. Mais non, dans la globalité, le casting est vraiment un très bel équilibre entre un ensemble d'acteurs qui arrivent vraiment bien à s'échanger les phrases et vraiment Emma Stone et Joaquin Phoenix qui sont vraiment au centre. Tom Kemp, voilà, le juge Spengler. Tom Kemp. Voilà. Mais c'est oui, Emma Stone et Joaquin Phoenix crèvent l'écran et Emma Stone, Emma Stone vraiment magnifique, enfin, elle est vraiment divine cette actrice et là elle le prouve une nouvelle fois de manière totale. Et Joaquin Phoenix, enfin, immense acteur, est-ce qu'il avait encore besoin de le prouver qu'il était un immense acteur? Pas vraiment, mais... Et puis il y a l'osmose qui se fait entre les deux qui est vraiment jubilatoire, qui est vraiment intéressante. On sent vraiment une interaction qui est au-delà de simplement deux personnages, qui va vraiment dans le degré des acteurs, quoi. C'est vraiment deux acteurs qui ont presque eu un coup de cœur. J'avais aussi de temps en temps, moi ça c'est l'impression, et puis c'est le fait d'avoir revu Her il y a pas très longtemps, qui voyait, bon c'est Scarlett Johansson dans Her, mais qui voyait du coup celle qu'il attendait depuis le début en fait, qui va lui faire changer sa vie. Parce que dans Her c'est pareil, on part sur un mec complètement blasé de la vie, qui sait plus quoi trop faire et ce qu'il doit faire dans sa vie. Et du coup voilà, c'est vrai qu'on la compare assez souvent avec... mais qui ont deux rôles complètement différents et qui sont deux actrices qui marchent bien et qui iront loin. Et qui ont surtout des choix de carrière qui sont vraiment impressionnants. Emma Stone et Scarlett Johansson, c'est vrai qu'elles ont des choix de carrière qui sont impressionnants. Ben voilà, L'homme irrationnel. Ouais. Donc qu'est-ce que t'en gardes toi en tête? Bah c'est un film mais un bon cours de philo aussi en même temps. C'est pas mais faux. c'est vrai, je trouve qu'il y a vraiment une teinte et il y a vraiment des questions assez existentielles qu'on pourrait se poser et puis parallèlement, moi je connais des gens un peu comme le rôle de Joaquin Phoenix qui sont capables de faire des choses comme ça sans forcément penser à balle. À balle, voilà. Ouais. À balle, à mort. Mais non, mais ce film est très joli, très simple, très cynique, très ironique, un peu déstabilisant pour pas mal de spectateurs. Ça serait pas étonnant que ça dérange quelques-uns qui iront voir ce film, mais ça reste un très bon Woody Allen, ça reste un très joli cru. Non mais ouais, là avec ce cru là il est encore dans l'unanimité quoi, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont vraiment dire que ce film là est mauvais. Et voilà, il est léger, il est simple, il est délicat, il prend le spectateur par la main, il l'emmène dans un récit qui est drôle, qui est ironique, voilà, qui part dans tous les sens. Non, là-dessus, il n'y a rien à en redire. C'est vraiment un très joli film à voir. C'est vraiment un très joli film à voir.
Merci Fabien Merci à toi. d'être encore venu dans une vidéo. C'est toujours un plaisir de t'avoir là, tu le sais bien. Moi, c'est un plaisir de parler film. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, Fabien? Eh ben, d'aller voir des films, et pas Aladdin. Petit clin d'œil, mais voilà, il faut aller voir des films, forcément. Et puis, Parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Allez, à plus. Ciao.